Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Encore des icônes montantes, ici même, à Europe 1 Soir. Bonsoir Georges Fenech. Merci de le remarquer. Et voilà, ancien magistrat et Merci beaucoup de le icône remarquer. montante d'Europe 1 Soir. Bonsoir Louis Alter. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro, et bonsoir à vous Laurent Jacobelli. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de Moselle, député RN, porte-parole du Rassemblement national. Une enquête est ouverte pour menace de mort envers la famille de Prisca Thévenot. Elle a reçu des messages comme quoi ses enfants seront démembrés. L'ancienne porte-parole du gouvernement affirme être cible de cyberharcèlement depuis la publication d'un tweet de Rima Hassan. Commentaire. C'est inacceptable et d'ailleurs j'apporte tout mon soutien à Prisca Thévenot. On n'est pas d'accord sur grand chose, mais on peut au moins être d'accord sur le fait qu'on doit pouvoir être un personnage public et faire de la politique sans être menacé. On doit pouvoir critiquer Rima Hassan, dont les positions sont quand même très critiquables, sans avoir derrière à subir un déferlement de haine. La haine en réseaux sociaux aujourd'hui est la norme. Malheureusement, ce qui arrive à Prisca Thévenot arrive à beaucoup de personnalités exposées, et il est temps effectivement que la justice tombe sur ces gens, parce qu'une menace de mort, même à travers les réseaux, est une menace de mort, et ça doit être sévèrement puni. Jordan Bardella, après les différentes, lignes de nage, les couloirs de nage différents sur le voile dans les épreuves sportives au sein de l'exécutif, a apporté une autre version, ou en tout cas une autre façon de voir l'existence du voile islamique en France. On l'écoute, Jordan Bardella. Je considère que le voile n'est pas un symbole de liberté. Je considère qu'il est un symbole de soumission, et que cette vision profondément discriminante et inégale entre l'homme et la femme ne fait pas partie de la culture française et de la culture européenne. Et c'est vrai que quand on voit par exemple en Iran des femmes qui sont persécutées, violentées parce qu'elles souhaitent retirer le voile, et que de l'autre, dans certaines banlieues françaises, des jeunes françaises, parce qu'elles sont de nationalité française, se battent pour mettre le voile. Oui, je ne comprends pas cela. Moi, je pense que le port du voile devrait être interdit, notamment dans les bâtiments publics. Je pense que la loi de 2004, elle devrait s'étendre non seulement à l'université, mais aussi aux mairies, aux écoles, aux accompagnatrices scolaires. Ça avait été évoqué il y a quelques semaines. Je pense que c'est un objectif à terme. Objectif à terme, interdire le voile dans la rue. Dit Jordan Bardella, est-ce que vous pensez pareil? Bien sûr, à terme il le faut, parce que le voile bien aujourd'hui... sûr, ça a l'air évident, c'est la première fois qu'on en parle. Non, bien sûr que je pense pareil que Jordan Bardella, parce que le voile aujourd'hui n'est plus ce qu'il a pu être pour des générations anciennes, un élément traditionnel, presque culturel. Aujourd'hui, c'est un élément de revendication, un outil de volonté de montrer que effectivement l'islam politique est partout dans la rue, il est à l'école, il est sur les terrains de sport, il est dans les administrations. Et évidemment, notre démocratie doit se protéger de l'islam radical. Bien évidemment, nous devons protéger les femmes de France, quelle que soit leur origine. Mais que le voile, du coup, ou également la kippa, les grandes croix, les signes religieux, mais on va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, l'idéologie radicale à tendance religieuse qui sévit en France, c'est l'islam radical. Donc il faut pas. Mais comment vous faites avec la laïcité après? Parce qu'à la limite, au nom de la laïcité, on peut interdire effectivement tout signe religieux, et dans ce cas-là, on peut l'étendre éventuellement, comme le suppose Jordan Bardella, à tous les lieux publics et même dans la rue. Mais dans ce cas-là, ça sera bon pour la kippa ou pour évidemment, ou pour les grandes croix ou évidemment, mais reconnaissez quand même les soutanes. Évidemment, soutane c'est réservé a priori aux personnes qui exercent l'office religieux. Comme ça, c'est différent. Non mais on peut en parler, mais dans ce cas-là, par extension, on peut aussi demander aux prêtres de ne plus... vous savez, quand il y a eu Vigie Pirate, on a demandé aux militaires de ne plus venir en uniforme pour des questions de sécurité. Je vais vous dire, il faut être très clair. Il faut arrêter aux petits arrangements quotidiens, les petits arrangements à quotidien. On a accepté les menus séparés dans les cantines. On a accepté les horaires séparés dans les piscines. On a tout accepté. Et aujourd'hui, les frères musulmans essayent partout d'imposer leur logique. Donc il faut que nous nous protégions. Nous avons le courage de le dire. Les premières urgences, c'est effectivement l'interdiction du voile dans le sport, à l'école, à l'université, chez les accompagnatrices. Moi, je suis stupéfait de voir qu'il y a aujourd'hui des ministres qui nous expliquent qu'effectivement, le voile, c'est normal, que le voile, il ne faut pas le cacher et qu'il faut le porter quand on fait du sport. Il y a une cacophonie au sein de ce gouvernement qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Il y a une offensive islamiste en France et nous devons y résister. C'est très clair. Donc nous, notre position, elle est simple et elle est liée à des principes fondamentaux, l'égalité de l'homme
et de la femme. Vous savez que le voile, c'est fait pour cacher la femme impure qui est là pour tenter l'homme. C'est pas la vision que nous avons de la femme. Nous, on a une autre vision, qu'elle est l'égale de l'homme. C'est comme ça la France. Et si on n'accepte pas les coutumes et les règles de la France, alors on ne vient pas ou on ne reste pas. Georges Fenech. Non, franchement, Laurent Giacobelli, vous vous trompez. Et je regrette vraiment que vous ayez cette position. Nous ne sommes pas d'accord. Maximaliste. Il y a d'abord dans aucun pays au monde, cette mesure n'existe nulle part déjà. Vous savez, le principe c'est la liberté. Hein. Sur la voie publique, vous êtes libre, sauf à évidemment troubler l'ordre public. C'est pour ça que nous avions fait une loi pour interdire la burqa, parce que effectivement, ça dissimule le visage et c'est une question d'ordre public, de sécurité publique. Mais le reste, qu'on soit ostentatoire, un costume, un fichu, un tissu, n'importe quoi sur la voie publique, on est dans une démocratie. Je vous le confirme, j'aimerais qu'on le reste. J'aimerais que ce soit la loi de la République et jamais la charia qui s'applique en France. Non, mais vous voyez, vous débordez là. Mais non. Non, mais si, il n'est pas question de. Il y a une offensive. Vous l'avez vu, vous le remarquez. Je suis absolument conscient qu'il y a un entrisme religieux et je suis pour l'interdiction dans le sport. Je suis pour l'interdiction pour les accompagnatrices, parce qu'il faut protéger le monde de l'école, bien entendu. Mais sur la voie publique, vous imaginez le message que vous envoyez au monde, à toutes les femmes, aussi musulmanes, qui viennent librement passer leurs vacances chez nous. Mais ce n'est pas sérieux. Je pense qu'en Afghanistan, ça n'est pas réaliste. Je pense qu'en Iran, non, mais là, encore une fois, vous dérivez. Mais non, je ne dérive pas. Si à chaque fois qu'on est là, on parle de la France. On dérive. Mais vous parlez de l'Iran, évidemment. Il y a des femmes. Vous parlez de l'Iran, c'est pas comparable. Il y a beaucoup de femmes dans le monde qui veulent se séparer de ce voile. Maintenant, je vais vous dire, et ça va peut-être vous rassurer, si on contrôle l'immigration, si on fait en sorte que l'assimilation redevienne la règle, si on fait en sorte que effectivement l'islam politique soit réfréné, eh bien naturellement le problème va se régler. Donc il n'y a pas une question de limiter les libertés. Je crois qu'aujourd'hui il y a une telle explosion du voile partout parce qu'il y a une offensive derrière, mais que si on prend les moyens contre cette offensive, qu'on est très strict, vous avez raison, dans les lieux administratifs, à l'école, etc., le problème va se régler de lui-même. Mais il faut pour ça une politique volontariste. J'ai une question sur l'application, parce que cette mesure n'est pas nouvelle, elle figure au programme de Marine Le Pen depuis assez longtemps, je crois au moins 2 campagnes présidentielles. En revanche, elle n'est pas vraiment assumée en tant que telle. Par exemple, dans votre programme de 2022, c'est pas l'une des 22 mesures pour 2022 que Marine Le Pen avait mise en avant. Et Jordan Bardella, ça m'a interpellé ce matin, on vient de l'entendre, dit à terme, il dit c'est un objectif et il dit à terme. Ça veut dire quoi à terme? Ça veut dire quand Marine Le Pen arrive au pouvoir, si elle arrive au pouvoir, elle le fait pas tout de suite, elle le fait plus tard, sachant que c'est plus dur de faire une réforme plus tard dans un quinquennat qu'au début. Que veut dire objectif à terme? Est-ce que c'est une promesse de campagne, une mesure qui sera appliquée si le Rassemblement national arrive au pouvoir ou pas? À terme, ça veut dire que ce n'est pas une priorité maintenant, puisqu'il y a d'autres lieux où ce voile se porte et où il est une priorité de l'interdire. Moi, je pense que dans le sport, par exemple, c'est tout à fait anormal d'avoir des gens qui aujourd'hui, des dames, qui viennent aujourd'hui voiler pour faire leur sport, alors qu'il y a encore 10 ans, il n'y en avait pas. Donc, il y a des si vous l'interdisez partout dès le début, il sera interdit aussi dans le sport. Mais notre idée n'est pas de brusquer la société. Notre idée est de faire les choses de manière raisonnable, mais dans le bon sens. Et comme je vous le dis, si demain nous faisons en sorte que les prêcheurs de haine dans les mosquées soient renvoyés chez eux lorsqu'ils sont étrangers, si on fait en sorte que les gens des réseaux sociaux qui prônent la haine en ligne soient renvoyés en Algérie, par exemple, on pourra peut-être y revenir, si on fait en sorte que dans les lieux publics, dans les lieux administratifs, il n'y ait plus le voile, et que l'assimilation et le contrôle de l'immigration soient à nouveau mis en place, je pense qu'à terme, le problème se réglera de lui-même. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Donc il n'est pas question de violenter la société, il est question de dire que dans une société française qui fonctionne, le voile dans les rues doit rester quelque chose de très rare. Il y a des vieilles dames qui ont été élevées comme ça pour qui c'est traditionnel. Mais aujourd'hui, dans certains quartiers, le voile est la norme. Et excusez-moi, il est normal de le dire, ce n'est pas la tradition française. Jean-Noël Barrot était à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il a répondu à David Guiraud sur une charge de Bruno Retailleau. Mais en l'occurrence, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a pris la parole. Ce même ministre des Affaires étrangères qui hier est allé à la Grande Mosquée de Paris. On en a beaucoup entendu parler, on en a beaucoup parlé aussi sur Europe 1, le fait qu'il aille dans le contexte franco-algérien qu'on connaît à cette cérémonie à la Grande Mosquée de Paris. Écoutez Jean-Noël Barrot répondre à David Guiraud à l'Assemblée nationale tout à l'heure sur l'Algérie. Les tensions que connaissent la France et l'Algérie, nous n'en sommes pas à l'origine et nous voulons qu'elles puissent être résolues durablement.
Mais ça n'est pas la France qui détient arbitrairement un ressortissant franco-algérien. Aujourd'hui, ça n'est pas la France qui refuse de réadmettre des ressortissants qui se situent ou qui se trouvent en situation irrégulière sur notre sol, alors même que les accords qui régissent notre relation prévoient que ces réadmissions puissent se faire sans difficulté particulière. Est-ce qu'il y a une seule voix au gouvernement sur le dossier algérien ? Bien sûr que non. Et à la voix de Bruno Retailleau, qui est la voix de la fermeté, en tout cas le croit-il, et qui dit qu'il faut maintenant qu'on règle, même de manière graduée. Alors bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais en tout cas qu'on règle la question avec l'Algérie pour qu'elle reprenne enfin ses ressortissants sous OQTF, ces terroristes. Parce que mais vous y croyez encore ? Vous pensez que l'Algérie va reprendre ? Moi, je sais que nous, on pourrait le faire. En revanche, je n'y crois pas avec ce gouvernement, parce qu'effectivement, il y a des voix dissonantes. Quand je vois Monsieur Barrot, qui est le prêtre de la soumission aujourd'hui, qui est celui qui va rompre le jeûne à la mosquée de Paris, qui, tout le monde le sait, est tenu par les Algériens, c'est terrifiant comme message. C'est dire à l'Algérie, humiliez-moi encore un petit peu et je serai encore un peu plus soumis. C'est plus un ministre des Affaires étrangères qu'on a aujourd'hui. Il est chef de la diplomatie. Est-ce qu'il n'essaie pas de faire de la diplomatie, sachant, encore une fois, faut-il le rappeler, que Boualem Sansal est dans les geôles algériennes ? La diplomatie, ça se fait debout et avec fierté, rarement à plat ventre ou à genoux. Voilà. Donc clairement aujourd'hui il faut prendre des mesures contre le gouvernement algérien, des mesures qui vont faire écho aux déclarations de ce gouvernement, arrêter les visas tout simplement. Ils ne reprennent pas leurs OQTF, je ne vois pas comment un citoyen algérien pourrait arriver à nouveau en France. Arrêter de soigner les oligarques algériens, arrêter les flux financiers vers l'Algérie, il y a des mesures à prendre. Mais pour ça il faudrait un gouvernement uni. Or aujourd'hui on a un fantôme en guise de ministre des Affaires étrangères, incapable de régler la question algérienne, incapable de régler la question des Comores qui jouent la submersion migratoire à Mayotte, incapable de s'imposer dans le jeu de négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie. On a une diplomatie évanescente. Est-ce que vous diriez que Jean-Noël Barrot obéit au président de la République qui a pour domaine réservé la politique étrangère et qui, du coup, n'est pas sur la même ligne que François Bayrou et Bruno Retailleau sur le dossier algérien ? Le président de la République qui qualifie la période française de l'Algérie de crime contre l'humanité, oui, c'est sûr qu'il envoie un signal très fort à l'Algérie qui est nous faisons repentance, fouettez-nous. Mais je pense qu'il va falloir que ça cesse parce qu'aujourd'hui, je le rappelle, il y a à Mulhouse un terroriste algérien qui aurait dû être envoyé chez lui 14 fois et qui a tué. Et donc 14 fois, l'Algérie a refusé le dossier. Plutôt que de ménager la susceptibilité des caciques algériens, on ferait mieux de protéger les Français. Dans un quart d'heure pour le rappel de l'actualité. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. C'était un secret de polichinelle que Sophie Binet, dont on savait qu'elle allait apparaître aux 20h de France 2. C'était pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais du départ de la CGT. On va y venir dans un instant, mais je ne résiste pas à vous faire écouter Laurent Jacobelli, puisqu'elle était à votre place très précisément ici hier. Aurore Berger, ministre de l'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations. Elle apprenait, je lui apprenais que Jean-Noël Barrot allait à la rupture de l'Aïd à la Grande Mosquée de Paris. Écoutez. Je ne me rends jamais dans des manifestations religieuses, quelles qu'elles soient. Par principe, parce que je considère que c'est un principe de laïcité, parce que je pense que la religion relève de l'intime et du privé, mais que quand on est un personnage public et politique, forcément tout prend une autre connotation et une autre tournure. Donc je reçois des personnalités qui sont du monde religieux, parce que je crois aussi au dialogue interreligieux évidemment, et la laïcité c'est pas l'effacement des religions, c'est par contre le primat du politique et le primat du droit. Qu'est-ce que vous dites à Aurore Berger ? Venez prendre votre carte du RN ? Écoutez, non. Je dis simplement que je crois qu'elle a raison et je partage plutôt son opinion. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans ce gouvernement, sur tous les sujets, c'est la cacophonie. Chaque ministre a son opinion et ne représente que lui-même. Madame Prima a parlé d'un gouvernement d'assemblage, pour reprendre une expression viticole. C'est viticole, ça, ouais. Oui, alors, ça ressemble vraiment à une piquette. Alors, le vin qui est donné à la fin, ça n'a pas de goût et ça fait mal par où ça passe. Simplement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de chef d'orchestre. Monsieur Bayrou est totalement absent. Le président de la République, dont plus personne ne veut, reprend la main. Et chacun joue sa petite carrière en tant que ministre. Moi, je veux être président de la République. Moi, je veux être chef de parti. D'ailleurs, parfois, c'est les mêmes. Moi, je veux rester ministre. Moi, je veux devenir maire. Et donc, il n'y a plus aucune coordination. Et c'est grave. Parce qu'on devrait avoir un pack solide pour lutter contre la dette, pour lutter contre l'inflation, pour lutter contre l'immigration, pour lutter contre l'insécurité, les crises diplomatiques qui sont partout. On devrait avoir une équipe soudée.
on a une équipe de débutants, de stagiaires qui cohabitent avec des vieux crocodiles et chacun joue sa carte. C'est quand même très dommage. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'on a une relation quasi névrotique en France avec la religion. Écoutez, moi, quand j'étais député dans ma circonscription, j'allais à l'Iftar quand on m'invitait, et on m'invitait régulièrement. J'allais à la messe parce que c'est ma religion. Et je faisais, évidemment, j'allais aussi faire Shabbat avec la communauté juive, etc., etc. On a vous vous rendez compte qu'on est les seuls au monde à avoir cette névrose, je dirais, par rapport à la religion. Mais c'est récent, vous voulez dire. Comment ? C'est récent, vous voulez dire. Ça a changé par rapport à quand vous étiez aux affaires. Ça s'est exacerbé depuis, évidemment, tout ce qui s'est passé, l'entrisme de l'islamisme politique contre lequel nous combattons à juste titre, mais pour autant... Il y a eu quand même le 7 octobre. Mais oui, non, mais... Il y a eu des événements, il y a eu le Bataclan. Il y a une crispation, si vous voulez. Hein. Ouais. Mais arrêtons, si vous voulez, de regarder la religion comme ça. Faut pas y toucher. La laïcité, ça n'est pas ça. La laïcité, ça n'est pas la négation des religions. C'est au contraire permettre à toutes les religions de s'exprimer. Je suis sûr que là-dessus, on est d'accord. Laurent Jacobelli. À un détail près, Georges Fenech, c'est pas n'importe qui va n'importe où. C'est le ministre des Affaires étrangères en pleine crise diplomatique avec l'Algérie qui va dans une mosquée tenu par l'Algérie. Là, il y a un contexte politique. Donc, mais non, mais je réagissais à ce que disait Aurore Berger. Oui, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Elle dit non. Jamais, etc. Reconnaissez que c'est au mieux maladroit. Non, pour Jean-Noël Barrot, je vous l'accorde, bien sûr. Qui est envoyé dans le bras de fer qui devrait s'annoncer avec l'Algérie. Qu'en pensent Louis Alter ? Je pense qu'en diplomatie, il n'est pas interdit d'être intelligent et de faire la riposte graduée. C'est ce qu'a dit Retailleau, et là-dessus, qu'on attend. Pour l'instant, c'est à peu près aligné, en tout cas pour la mettre en œuvre, sous réserve du délai de l'ultimatum qui a été lancé par François Bayrou. On en est à peu près à la moitié de cette période de 6 semaines. Mais il faut bien avoir en tête que ce qui est important, en fait, dans le fait de graduer cette riposte, c'est qu'à court terme, nous n'obtiendrons rien des Algériens. Rien du tout. Ouais. D'ailleurs, Jean-Noël Barrot le sait, Emmanuel Macron le sait, François Bayrou, je pense, commence à le comprendre, Bruno Retailleau le sait parfaitement. L'Algérie se braque, comme prévu, elle va continuer à se braquer comme prévu. Ils vont reprendre petit à petit 0% d'OQTF, donc d'Algériens censés quitter le territoire. À court terme, il n'y aura aucun résultat politique à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, il faut le faire parce que, pour la première fois, sans doute, les Algériens comprendront que le gouvernement français est prêt à ne pas se laisser marcher sur les pieds. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est mettre en œuvre les mesures qui permettront d'assurer la sécurité des Français cette situation. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les centres de rétention ? Il y a de plus en plus d'Algériens. L'Algérie ne les reprend pas. Elle les reprend de moins en moins. Elle n'en prenait pas beaucoup. Elle va en reprendre quasiment aucun. Il y a de plus en plus d'Algériens dangereux. Les places vont être de plus en plus saturées. Les centres vont être de plus en plus saturés. On a de plus en plus de risques de voir des hommes se balader dans la nature au profil dangereux et donc de voir se répéter un drame comme celui de Mulhouse où il y a eu un mort. Donc il faut juste prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, accepter cette dégradation de la relation qui va atteindre des proportions énormes parce que c'est comme ça, c'est une crise diplomatique. Elle la dégrade, on n'en est pas au bout. Le bout, c'est le rappel de l'ambassadeur et la rupture des relations diplomatiques. Peut-être que ça va arriver. Il faut juste prendre les mesures intérieures qui permettent d'assurer la sécurité dans vos 3 propositions, mais très vite parce que j'aimerais qu'on parle aussi du conclave qui n'est plus. Oui, parce que là, le conclave. Avec l'Algérie, ça va pas s'arranger du jour au lendemain. Donc on a une question sécuritaire. Et je profite qu'on a un parlementaire ici. Il y a 3 choses qu'il faudrait faire. C'est rétablir le délit de séjour irrégulier. Très bien. Déjà. Il faut prolonger le délit, la durée de la rétention administrative. J'ai vu qu'il y avait une proposition de loi. Je me demande pourquoi 180 jours, alors que l'Union européenne l'autorise jusqu'à 18 mois. Et c'est le cas en Grèce, en Allemagne, etc. Il faut l'élargir au maximum. Déposer des amendements là-dessus. Et puis, séjour irrégulier, rétention administrative. Et puis, pourquoi pas réfléchir à ce qu'ont fait l'Italie, la Grande-Bretagne, trouver un pays tiers de façon à adresser ces étrangers. Eh oui, comme l'Albanie pour les Italiens. Mais écoutez, pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Ils ont essayé de faire. Mais ils y arriveront. Les juges, pour l'instant, s'y opposent. De Laurent Jacobelli, après on parle du sur les 2 premières mesures, le délit de séjour irrégulier et puis effectivement l'allongement de la rétention en CRA, c'est dans notre programme, donc je prends. Sur la 3e solution, c'est vraiment un pis-aller quand vraiment on a tout essayé et que ça ne marche pas. Je pense qu'il est plus sage de rétablir des relations diplomatiques sereines avec des pays dont l'immigration est un des moteurs, comme l'Algérie, parce que sinon vous aurez une île ou un pays qui recevra énormément d'Algériens demain. Donc je pense qu'il faut quand même régler le problème et que c'est vraiment un pis-aller. Voilà. Alors François Bayrou avait tué le problème dans l'œuf en disant qu'il n'y aurait pas de retour de l'âge départ à 62 ans. Le conclave évidemment a pris une toute autre tournure ou une toute autre mayonnaise.
mayonnaise qui ne prenait pas. Sophie Binet de la CGT a donc pris les devants et s'en est confiée aux téléspectateurs du 20h de France 2. On écoute. La CGT a décidé ce soir de quitter ses concertations et d'appeler les salariés à se mobiliser. Le Premier ministre et le patronat ont malheureusement définitivement enterré ce conclave. Et c'est très grave parce que le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou, et il nous a dit ce week-end qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale. En disant cela, non seulement le Premier ministre trahit sa parole, mais il trahit des millions de salariés qui se sont mobilisés pour l'abrogation de la réforme des retraites pendant 6 mois. Ce que je veux dire solennellement au Premier ministre ce soir, c'est que la question des retraites, ça peut pas être un petit sujet politicien parmi d'autres. C'est une question très concrète pour nous, pour nos vies. Cette réforme, elle s'applique seulement depuis 1 an et elle fait déjà des ravages pour des millions de salariés. Commentaire Laurent Jacobelli. Écoutez, je me suis souvent demandé comment qualifier M. Bayrou, qui est un personnage un peu insaisissable comme ça. Je crois qu'on peut le définir par ce terme, c'est un macroniste gaffeur. Un macroniste parce qu'il a cru qu'en créant un conciliabule, voilà comme ça, un comité, une convention supplémentaire sur les retraites, il allait noyer le poisson et puis ça allait durer un peu de temps et ça allait lui permettre de durer. C'est la technique Macron, c'est assez voyant, le grand débat, etc. C'est vraiment du macronisme pur et puis gaffeur parce que au détail d'une interview, probablement pas préparé, il a laissé passer ce qu'il pensait, c'est-à-dire qu'il ne reviendrait pas sur la réforme des retraites et donc il a dévoilé son jeu. Moi, je le crois, malgré lui. Et puis ça prouve aussi que on a de l'autre côté de l'échiquier politique des socialistes qui sont prêts à tout croire pour maintenir leur poste. Ils ont voulu négocier le fait de ne pas censurer le gouvernement. C'était un peu l'appât qui leur était tendu, tellement affamés. Mais sur le fond, vous êtes pour les 62 ans sur le fond, 60 ans, 40 ans quand vous avez commencé à travailler tôt, 62 ans, 42 ans quand progressivement, quand vous avez commencé à travailler plus tard, mais sûrement pas. Vous avez vu la moyenne européenne, hein. 62 ans, c'est une possibilité. Si vous voulez travailler plus, c'est votre choix. Et bien sûr, nous le respecterons. Et vous avez raison de dire que c'est un départ à la retraite plus jeune que dans d'autres pays européens. Mais vous savez, on a un taux de cotisation qui est le double de certains pays. De dettes, hein. On a un taux de cotisation qui est le double de certains pays. Alors il faut être logique. Soit on cotise moins et on part plus tard, soit on continue à être tapé fiscalement et socialement, et bien on part plus tôt. Mais on peut pas avoir la double peine, payer plus que les autres et partir en même temps. Louis Alter. En fait, c'est un peu le jeu de dupes qui s'effondre là sur ce conclave, parce que personne, sérieusement, n'envisageait que cela puisse aboutir à un abaissement de l'âge de la retraite à 62 ans, ce qui serait revenir à la situation ex-ante avant la réforme Borne-Macron de 2023. La question, c'est est-ce que ce qui reste du conclave, parce qu'il y a une réunion qui est toujours prévue demain, ils se réunissent tous les jeudis, les partenaires sociaux concernés se réunissent tous les jeudis. Il y en a plus beaucoup, puisque l'Union, l'UDP, qui représente les petits patrons, a claqué la porte. La CFDT, à qui on reste, en général, la CFDT reste toujours dans la salle quand il y a une discussion, mais en disant le gouvernement a rompu la règle du jeu, on part sur un autre cadre, etc. Bref, ce conclave ne ressemble plus du tout au format tel qu'il avait été créé. Mais en réalité, la vraie question pour François Bayrou, c'est pas que la CGT s'en aille, c'est pas que l'UDP s'en aille, c'est pas que la CFDT râle dans l'immédiat, c'est que la gauche ne bouge pas. Pour l'instant, le Parti socialiste n'a pas déposé sa motion de censure, parce que c'était l'unique raison de ce conclave, c'était d'acheter du temps auprès du Parti socialiste pour qu'il ne joigne pas ses voix aux mélenchonistes et au Rassemblement national pour le renverser. Et pour l'instant, le Parti socialiste, qui par ailleurs est dans un congrès qui s'annonce assez sanglant entre certains de ses leaders, qui arrivera en juin. Mais pour l'instant, le Parti socialiste n'est pas au clair sur le fait qu'il donne un coup au gouvernement maintenant, en prenant prétexte de l'affaiblissement de ce conclave. Vous me tendez la perche toute trouvée à Laurent Jacobelli. Est-ce que vous allez censurer François Bayrou ? Écoutez, si demain il y a une motion de censure et qu'on continue à ne pas vouloir toucher à la retraite, qu'on piétine dans les négociations avec l'Algérie, qu'il n'y a pas de mesures fortes prises sur le pouvoir d'achat, parce que là il y a des mesures très terribles qui arrivent sur l'énergie avec le plan pluriannuel qui va renchérir le coût de l'énergie. Il commencera à y avoir un faisceau d'indices qui nous indique qu'il faut censurer. Donc je crois qu'on s'en rapproche plus qu'on s'en éloigne. C'est à court terme, là. Mais je suis pas devin, je sais pas ce que va faire le Premier ministre demain, je sais même pas si lui le sait. Mais on avisera en fonction mais là, pour l'instant, faisceau d'indices. Sur le fait qu'il n'y ait plus de conclave, c'est pas suffisant pour une motion de censure. On n'a pas acté pour l'instant qu'on cassait l'idée de retravailler la réforme des retraites.
quand ce sera le cas, on verra. Mais moi, je suis très inquiet sur votre mesure. On parlait du plan pluriannuel de l'énergie. Attention, c'est inscrire dans le marbre que nous ne sommes plus indépendants en matière de fixation de prix, que l'énergie en France va être très chère. Or, c'était un de nos éléments concurrentiels par rapport notamment à l'Allemagne. Absolument. C'était un élément de perte de pouvoir d'achat que la hausse de l'électricité, par exemple, pour les Français. Et si on fige le fait que l'électricité et l'énergie en France seront chères, là, pour nous, ça pourrait être un point de rupture. Merci beaucoup Laurent Jacobelli d'avoir été avec nous dans Europe 1 Soir. À tout de suite pour le reste de l'actualité. 2014. Merci Rudy, à tout à l'heure 21h pour votre journal. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dernière partie d'Europe 1 Soir avec Georges Fenech et Louis Ozelter du Figaro. Je voudrais qu'on aille à Cognac. Je ne sais pas si vous êtes amateur on peut dire que c'est une boisson patrimoniale française. C'est un alcool. 18e siècle. Voilà, c'est un alcool, oui, certes. Bon, enfin, ça reste quand même quelque chose auquel on tient. Et alors, vous avez suivi quand même le processus, c'est-à-dire que on a eu le début de la guerre sur les droits de douane. D'abord, il y a eu l'acier et l'aluminium. Donc, les États-Unis ont dit, voilà, on va taxer l'aluminium et l'acier. L'Union européenne a dit, bah, si c'est comme ça, on va taxer le bourbon. Alors on se demande d'où ça sort, parce qu'honnêtement, je sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs de Jack Daniels, mais enfin c'est assez peanuts en France. On a suffisamment, nous on boit du vin, on boit du voilà. Et quand on boit un whisky, on boit plutôt un bon whisky écossais, un bon single malt, et pas leur saloperie de Jack Daniels. C'est quand même très très mauvais, quoi. Enfin, le bourbon, c'est quand même dégueulasse. Hein. Bon, voilà. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, les Américains ont dit, ah, vous voulez taxer le bourbon? Très bien, nous on va taxer à 200% les vins et spiritueux français, dont le cognac qui est massivement exporté dans deux pays qui sont la Chine et les États-Unis. Écoutez ce producteur de cognac, Christophe Véral, qui est très inquiet, on l'écoute. Déjà, la Chine, c'est un gros problème. Mais si on a les taxes Trump, c'est l'arrêt immédiat du cognac. Notre famille, on vend du cognac depuis 1841. Ce sera fini. Et que ce soit les petites, les moyennes, les grosses ou les très grosses exploitations. Tout le monde va passer à la trappe. Alors, le raccourci est un peu rapide parce que M. Véral, je crois malheureusement, ne comprend pas qu'il n'est pas forcément une victime de Donald Trump. Il est une victime des mauvais choix de l'Union européenne. Aussi, ouais. Hein? Oui, parce que vous avez parfaitement raison de restituer l'enchaînement des faits. Alors, comme on dit dans la cour de récré, c'est lui qui a commencé. C'est quand même Donald Trump qui a commencé. Ouais. C'est la guerre commerciale, c'est lui. Mais il n'est pas interdit d'être intelligent, comme on parlait de diplomatie tout à l'heure. Quand on est en guerre commerciale, il n'est pas non plus interdit de répliquer un petit peu finement. Il faut évidemment répliquer. Pour une fois, l'Europe l'a fait. Sauf qu'ils ont ressorti une liste de produits qui est sur le site de la Commission européenne. Donc on peut lire tous les produits américains, toutes les importations américaines qui vont être taxées. C'est très détaillé. Et ils ont effectivement mis le bourbon. Personne ne boit du bourbon en France ou presque. Et d'ailleurs, les exportations de vins et spiritueux entre Europe et États-Unis, c'est quasiment à sens unique. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui exporte plusieurs milliards de dollars de vins et spiritueux vers les États-Unis et absolument pas l'inverse. Et comme Donald Trump, qui connaît pas grand-chose en la matière, a vu que l'Europe taxait le bourbon, il s'est dit, puisque c'est comme ça, 200% de taxes. Attendons de voir ce qu'il va vraiment faire. Il n'en boit pas non plus, hein, il ne boit pas. Non, je crois qu'il n'en boit pas, effectivement. Non, il boit rien. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas mais sa réaction sanguine a été de dire, puisque c'est pour ça, menace de 200% de taxes sur l'ensemble du secteur de vin et spiritueux. Et là, on comprend la détresse de ce secteur, qui soit mécontent contre Donald Trump et contre la maladresse de la Commission européenne, parce que c'est un secteur qui a un souvenir traumatique déjà des taxes du premier mandat Trump. Non, à ce moment-là, il avait payé pour la guerre commerciale aéronautique, pour les échanges de sanctions entre Boeing et Airbus. Donc rien à voir avec le vin. Le cognac, puisqu'on en parle, paye déjà parce que la Chine a répliqué ce que j'ai dit tout à l'heure. En visant le cognac, parce que nous on taxe ces voitures électriques. On a plutôt raison d'ailleurs de le faire. Mais encore une fois, ils payent pour des secteurs qui n'ont rien à voir avec les Chinois qui boivent du cognac, ils le payent 50 ou 150. Voilà, on est sur un marché assez haut de gamme. Par contre, les Américains... non, ça existe. Puis il y a les vins aussi. Tous les volumes de vin aux États-Unis, ils ont le vin californien, ils ont le vin chilien, c'est un vrai marché. Et en plus, dans un contexte de baisse de la consommation en France, c'est un marché crucial. Qu'en pense Georges, qui boit beaucoup de cognac? Moi, j'aime bien le cognac, oui. Raisonnablement, bien sûr. Non, je crois que Trump nous a habitués à être capables d'un revirement en 2 jours. Vous vous souvenez, par exemple, il avait coupé le renseignement militaire
à l'Ukraine, et il l'a rétabli quasiment le lendemain ou le C'est l'art du deal. Voilà, c'est quelqu'un qui est très voilà, il est Kim Jong-un, Rocketman, et puis après c'était son meilleur ami. Il aime bien qu'on lui donne raison, il est sensible, il y a un côté, bon, il faut faire avec le personnage. Je pense que la commission serait peut-être bien avisée, effectivement, de revenir sur la taxe Bourbon. Rien n'interdit de penser qu'à ce moment-là, il reviendrait, lui, et on sauverait toute une filière du cognac. Donc je pense que il faut faire avec le personnage, il est comme ça. Je pense qu'effectivement, nous avons commencé, autant le reconnaître, que c'était peut-être pas judicieux, cette taxe. Et voilà. C'est là que je rejoins Pascal, la filière, qui parle des petits hommes gris dans l'Union européenne. Là, pour le coup, je concours, parce que t'as envie de dire, mais... on a commis une erreur, faut reconnaître. C'était une erreur dans la République. Trouvez-moi le type qui a trouvé l'idée. Trouvez-moi le type qui a eu, tiens, vous savez, j'ai une idée, Madame von der Leyen, tiens, en fait, voilà, on devrait taxer le Bourbon. Non, mais c'est, en plus, c'est sur une liste. Ça en devient drôle. C'est un élément sur une liste qui comporte des centaines de produits. Donc, si ça se trouve, ça n'a même pas été pensé. C'est-à-dire que ça n'a pas été fait exprès. C'était une liste qui peut-être traînait dans un placard et qui a été ressortie, que sais-je. En attendant, c'est tout un secteur qui risque de trinquer. Il y a quand même une inquiétude à avoir à long terme pour au-delà des rebondissements de cette guerre commerciale pour ce secteur des vins et spiritueux, parce que la consommation intérieure baisse. C'est structurel, ça dure depuis des années. Le marché français n'est plus ce qu'il était pour le vin et pour le spiritueux. On boit bien, tout le monde boit moins. De toute façon, d'une manière générale. En France, c'est comme ça. En Europe, voilà, c'est comme ça. Donc, et c'est quelque chose et on arrache des vignes. En France, on arrache des vignes. Dans le Bordelais, il y a des primes à l'arrachage parce qu'il y a une surproduction, notamment de la part des petits producteurs qui produisent le vin qui était le vin de table. Mais le problème, c'est que le vin de table, le petit rouge qu'on boit au déjeuner tous les jours, qui avait à la cantine à une époque. Il y avait du vin à la cantine, Louis Osalter. Ça, on n'a pas connu ça, nous. Je me souviens du Kiravi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un vin de table très de qualité très faible. Voilà. Vous avez eu des aventures incroyables avec le Kiravi. C'était la boisson. Dans tous les ménages un peu moins aisés, je dirais français, on buvait du Kiravi à l'époque. On parle de ça il y a une quarantaine d'années, quoi. L'avantage, c'est qu'on monte en qualité, mais on baisse en quantité. C'est comme ça. La consommation française fait qu'on baisse en quantité. Donc, il faut des marchés à l'export si on veut avoir le même volume de production. Et l'un des principaux marchés à l'export, c'était effectivement les États-Unis. C'est pour ça la situation est très compliquée pour le secteur, parce qu'elle se contracte à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, et que ça, c'est structurel. Vous savez que tout ce qui est vin, je crois que c'est Georges Fenech. La troisième rentrée de devises en France après l'aéronautique et le luxe. Donc c'est sur la balance commerciale, c'est très important pour nous. Je vous signale qu'il y a quand même une grande maison de luxe qui a dans son H énormément de vins et spiritueux. En effet, il y a quand même une galaxie de marques de champagne, de maisons de champagne et de maisons de cognac, justement. Concrètement, aux États-Unis, les 200% de vin de douane, ça veut dire que de droits de douane, dire que une bouteille qui serait à 10 € en France, elle est déjà vendue 20 € aux États-Unis avec les frais d'exportation, les taxes déjà, etc. Ça l'a fait passer à 60 € sur les rayons américains. Ça devient prohibitif. On sort complètement de la gamme de prix qui est prêt à débourser un consommateur, même américain, pour une bouteille de cette gamme-là. Donc, vous avez raison de souligner que nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, ces taxes ne sont pas en vigueur et que sous son premier mandat, la négociation avait fait que finalement, on était revenu sur les droits de douane qui avaient été imposés. Donc, il faut crier plus fort que lui, parce que c'est l'art du deal. Il faut jouer le bras de fer. Donc, il faut mettre le bras sur la table. Au lieu de faire des petites listes sans les relire, là, à Bruxelles, il vaut mieux mettre le bras sur la table pour jouer le bras de fer intelligemment. Voilà, c'était la chronique viticole J'ai beaucoup aimé votre allusion, le secteur qui trinque. Ça a été évidemment bien amené. Merci Louis Osalter. On voit bien les plumes du Figaro. J'ai passé la journée. Et les icônes montantes d'Europe 1 Soir. Merci Georges Fenech. Merci Louis Osalter.